Les passagers du vol Affairage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour et bienvenue à tous dans le 16e et dernier épisode de la saison 2 d'Affairage Airways. Wouhou! Je suis Lisa. Moi, c'est Laurence. Vous voyez le excitement dans la voix de Laurence. Elle est pressée de vous laisser. C'est pas normal. Non, on prend des vacances, c'est mérité, quoi. Ouais, franchement, Laurence a besoin de se reposer. Moi, la vie s'apprête à me chicoter. Donc, franchement, j'ai besoin d'avoir le temps de gérer tout ce qui s'en vient. Voilà. Mais sinon, comment va, Laurence? Je suis là, j'ai hâte d'être en vacances et de pouvoir m'occuper de mes autres engagements. Et pareil, je pense pour toi aussi, non? Comment toi, tu vas? Moi, ça va. J'ai hâte. C'est controversial parce que je serai en vacances de l'Affairage Airways, mais c'est maintenant que la vraie vie va commencer pour moi. Je commence un master en septembre et je déménage. Enfin, je fais 2 déménagements, etc. Donc, j'ai hâte, mais je suis un peu stressée aussi, mais ça ira. Pour toi, c'est là que les turbulences commencent, quoi. C'est ça. En fait, voilà, les turbulences. Même pas les turbulences, il y a des vols où il y a des chutes de pression, là. Et puis, l'avion, c'est comme si ça tombait. En tout cas, tant qu'on arrive à destination à un homme morceau, c'est ça l'important. So, you will overcome. Exactement. Voilà. Vraiment, pas le choix. Pour ce dernier épisode, on a plein de sujets intéressants pour vous, hein. Comme d'habitude, bien sûr. Je pense que Laurence va nous lancer. Oui, je vais commencer avec un versus, mais de la version corporative. Donc, la bataille de prix qu'il y a en ce moment entre Wave et Orange. Orange et Orange Money, c'est vraiment le précurseur, je dirais, des paiements mobiles en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Un concept qu'ils ont emprunté / volé de Est-ce qu'on peut voler un concept comme ça? Ils ont volé ça de Vodafone. Je pense que Vodafone était au Kenya. Ils l'ont juste mis en place aussi. C'est comme si un jour, tu viens prendre tous ceux qui ont été les 2e, 3e à faire des cartes de crédit, dire qu'ils ont volé le concept à ceux qui ont créé. Mais ils ont volé, mais en tout cas, dans le monde corporatif, c'est même pas question de vol, c'est est-ce que tu as volé et tu as fait mieux? Oui, ils ont fait mieux. Pour ceux qui ne sont pas au courant, la façon que Orange Money fonctionne, en gros, c'est ton téléphone te sert en d'autres mots de compte bancaire. Donc, si tu es abonné à ces services, ton numéro te permet de faire des dépôts, des retraits, des transferts. La seule différence, c'est que dans la structure des coûts, tu fais tout à la carte. Tu payes tout à la carte, donc il n'y a pas d'abonnement mensuel, pas de transactions gratuites, pas de programme de loyauté ou de récompense comme on peut peut-être avoir avec certains... Pas encore. Pas encore, c'est ça. Et en fait, tu peux déposer de l'argent sur ton compte et le point de retrait a des commissions. Tu peux envoyer de l'argent à quelqu'un et en tant qu'expéditeur, tu paies des frais à Orange. Le récipiendaire ne paie pas de frais. Il va seulement recevoir en fait l'envoi final. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, dans ce réseau-là... c'est si tu décides de payer les frais, hein, parce qu'il y a des gens, on se connaît ici, ils t'envoient l'argent, ils ne payent pas les frais, tu t'en vas chercher. On te dit, voici les frais, tu es en mode what? C'est pour ça, les gens, en tout cas ici, souvent, les gens se menacent. Quand tu dis à quelqu'un, je te fais Orange Money, il dit, hey, tu payes les frais. Ouais. Et c'est fou parce qu'il y a certains e-commerce, j'avais vu ça une fois sur Instagram, qu'elle vendait sa robe à 50 000, les gens envoyaient 50 000, mais elle était comme, non, il faut compléter ces 50 000 que moi, je dois recevoir, il faut mettre les frais avec. Donc, tu vas peut-être payer 51 000. Donc, c'est vraiment source de problèmes souvent, en effet. Donc, c'est ça. Donc, dans ce réseau, il y a 3 parties prenantes, je dirais. Il y a Orange Money, il y a le point de retrait, donc partout en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun et tout ça. Il y a plein de points de retrait où on peut aller faire des retraits ou des dépôts. Donc, ça, c'est la deuxième partie prenante. Et il y a bien évidemment le consommateur. Donc, les frais de retrait et d'envoi sont assez élevés et en fait, il y a un monopole. Donc, au Sénégal, par exemple, c'est Orange Money et MTN qui ont le monopole. Il y a des petits joueurs comme Wari. En Côte d'Ivoire, je sais que moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais vu MTN, il y avait Yop. Ouais, Yop, mais vraiment, j'ai envie de dire les grands, c'est Orange et puis MTN. Et MTN, c'est ça. Il y a Move Money aussi qui est en train d'arriver et il y a un nouvel arrivant depuis cette année qui est Wave. Donc Wave, c'est une compagnie américaine qui fait aussi dans la fintech, dans tout ce qui est transfert d'argent, un peu comme Orange Money. Donc comme j'ai mentionné plus tôt, Orange Money, c'est un monopole. Souvent, ces monopoles-là, chez nous, en fait, ils considèrent le client, mais le client n'est pas au centre ou au cœur de ce que l'entreprise fait.
Et comme dans nos contextes, souvent, il n'y a pas assez de protection du consommateur. Souvent, il y a des pratiques qui peuvent être abusives. Politique de prix, justement, dans le cas de Orange. Orange, par exemple, au Sénégal, à un moment donné, avait diminué la commission que les agents de leur point de retrait recevaient. Et apparemment, c'était sans notice. Comme j'ai mentionné, les frais d'envoi sont élevés. Donc, par exemple, si tu envoies un montant de 60 000, tu as des frais de 1 700 francs à justement sortir en plus. Et ce qui arrive maintenant, c'est qu'avec Wave, qui est rentré sur le marché sénégalais, ils sont vraiment dans une démarche... Ivoirien aussi, même. Oui, ils sont en train de rentrer en Côte d'Ivoire, en effet. Ils sont vraiment dans une démarche que j'adore. C'est vraiment autour de l'inclusion financière et de l'accessibilité, parce que leur démarche, en fait, est de démocratiser les coûts bancaires et même, ils veulent que ce soit gratuit, par exemple, pour les paiements de factures, parce que c'est quand même un peu déraisonnable de payer des frais quand tu règles une facture. Par exemple, ici, en Occident ou en Europe, quand tu règles une facture à travers ton compte bancaire, tu as quand même un certain nombre de transactions qui sont gratuites parce qu'un compte bancaire est un service essentiel, en fait. Je considère ça comme un service essentiel et je pense que c'est vraiment dans cette démarche-là que Wave est. L'avantage de Wave, c'est qu'ils sont 4 fois moins chers que Orange Money, donc ils prennent seulement 1% de commission sur la transaction. Donc, c'est un peu ça qui se passe. Donc, c'est tout le temps un pourcentage fixe, c'est ça? Oui, c'est ça. Wave. C'est Parce ça. que la manière dont, pour préciser, pour ceux qui n'ont pas pu utiliser, Orange Money, en fait, les frais dépendent de la somme que tu envoies. Donc, chaque fois que tu vas faire un envoi, tu as une grille. Et puis, si tu envoies de 1 000 francs à telle somme, voici les frais. Et à chaque fois, il n'y a pas vraiment de pourcentage fixe, quoi. C'est selon la somme que tu envoies, il y a un montant fixe que tu dois envoyer en termes de frais. Il y a des paliers et à chaque palier, il y a un frais qui est associé. Exactement. Et c'est un frais fixe et pas un pourcentage. Alors qu'avec Wave, c'est très clair. Tu payes 1% du montant que tu envoies. Ce qui arrive, c'est que Orange Sénégal a vu alors ses utilisateurs migrer vers Wave. Et justement, avec la venue de Wave au Sénégal, qu'est-ce que Orange a fait pour répondre à cette politique de prix qui est assez agressive de la part de Wave? Ils ont baissé leur prix, tiens-toi bien, de 80%. Moi, je trouve ça énorme. Donc, ça veut dire qu'ils nous surtaxaient de ouf, en fait. Puisque quand ils baissent de 80%, c'est qu'ils sont sûrement toujours profitables. Parce qu'ils ne vont pas faire ça pour perdre de l'argent. Pas forcément. Ah si, je pense qu'une compagnie peut décider de perdre de l'argent s'ils se rendent compte que tous leurs clients sont en train de partir. Je me disais justement que cet argument allait sortir. Et pour contexte, j'ai vérifié, par exemple, au Cameroun, Orange Money, c'est 3 millions de transactions par jour et c'est 800 milliards de francs CFA en transactions mensuelles. Ça dépasse le budget de l'État camerounais. Ce qui fait que c'est un secteur d'affaires. Orange Money est un secteur d'affaires pour Orange qui est très, très important. Et ça représente, en tout cas en termes de leurs revenus, une portion considérable. Et je ne pense pas que c'est un secteur d'activité sur lequel ils sont prêts à perdre de l'argent. Oui, il y a des stratégies qui sont basées sur une politique de prix très, très agressive au point de perdre de l'argent. Mais ici, là, je ne crois pas que c'est ça. Par contre, quand j'ai regardé de plus près, il semblerait justement que le rabais qu'ils font de 80% est sur la base de 2 transactions par jour. Et ce n'est pas clair si c'est temporaire ou permanent. Mais pour l'instant, en tout cas, ça équivaut à 0,7% de frais de transaction comparativement à 1% de Wave. Mais ce que moi, je voulais en fait dire même à travers cette histoire, c'est qu'il y a tellement de monopoles sur le continent qui sont souvent supportés par nos gouvernements et qui n'ont pas l'intérêt du consommateur à cœur. Et le fait que le prix change de façon aussi drastique et aussi rapidement au Sénégal, ça veut dire que leur marge de profit était juste énorme. Ça, on ne peut pas me convaincre du contraire. Non, moi-même, je ne pense pas le contraire parce que en fait, quand j'écoute ça, ça me fait beaucoup penser à l'industrie des compagnies aériennes parce que c'est exactement la même chose. Sauf qu'eux, ils sont pas encore au stade où il y a un compétiteur qui est venu les mélanger, en tout cas en Afrique. Bon, je ne sais pas pour les autres pays, mais je sais qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, de toutes les compagnies télécom, il n'y en a aucune qui est ivoirienne pour commencer de toutes les façons. Donc, c'est pas pour dire qu'il y a une compagnie locale qu'on va soutenir ou quoi que ce soit. Orange avait le monopole des télécoms parce qu'ils ont racheté aussi des compagnies qui étaient locales à la base. Donc, en termes de business, ils ont racheté ceux qui étaient présents, ceux qui avaient le monopole. Ils ont gardé le monopole. Après, c'est vrai qu'on est dans des pays où les gens ont souvent plusieurs puces. Tu as des gens qui ont une SIM card chez chaque opérateur, mais Orange a toujours eu quand même une très bonne partie de la population. Ce qui a fait que quand ils ont lancé le mobile money, c'était plus pratique parce que c'est avec ton numéro de téléphone que tu fonctionnes. Les gens ils se sont pas posé de questions de dire est-ce que c'est mieux pour moi d'aller chez MTN Money, blablabla. C'est juste en mode si je suis chez Orange,
j'utilise Orange Money, point. Si je suis chez MTN, j'utilise MTN Momo, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, à partir de là, ils n'ont jamais eu à convaincre les utilisateurs à travers quoi que ce soit. Ils n'ont jamais eu à séduire leur clientèle, à les attirer parce que la clientèle était déjà là et les a utilisés parce qu'ils n'avaient pas d'autres options vraiment. Donc, j'ai l'impression que maintenant que Wave est venu les mélanger, là, ils commencent à se remettre en question parce que même au-delà des prix, en fait, même dans la facilité de l'utilisation, j'ai cru voir, moi, je n'utilise pas souvent, mais j'ai cru voir que même Wave est plus facile à utiliser que Orange. Parce que ici, en tout cas, si tu veux faire un Orange Money, si tu as l'argent dans ton compte et que tu veux faire directement, tu as toute une syntaxe à taper. Étoile, je ne sais pas combien de mots de la personne, dièse, machin, truc, etc. Alors que Wave, c'est beaucoup plus user-friendly, comme on dit, c'est plus facile pour l'utilisateur. Et ça, c'est des choses qu'Orange aurait pu changer depuis parce que ce n'est pas difficile. Mais comme il n'y a personne pour les mélanger, ils ne l'ont pas fait. Et c'est pour ça que j'adore en fait le concept en fait de la compétition parce que ça pousse les entreprises à être plus innovantes et aussi à centrer les activités de l'entreprise autour du client et de l'expérience client. Et moi, ce que je souligne souvent, c'est que les compagnies qui ont le monopole, j'ai l'impression qu'ils développent une certaine paresse et ils ont tendance à avoir des pratiques abusives. Par exemple, je me souviens que quand j'étais au Cameroun et j'utilisais Orange et même toutes ces compagnies de télécom, mais le nombre de textos et de promotions que je recevais par jour était juste insoutenable. Mais c'était du harcèlement. Ouais. Et il n'y a rien en fait qui protège le consommateur contre ça en fait. Je trouve ça juste ridicule. Donc, en tout cas, il faut vraiment que beaucoup de compagnies étrangères ou même locales viennent secouer ces monopoles-là un peu. Parce que c'est comme ça qu'on va vraiment avoir du changement et peut-être des meilleurs prix justement. Exactement. Et pour même revenir du coup aux compagnies aériennes, parce que c'est ma frustration de tous les jours, je suis une voyageuse qui est bloquée par sa situation financière. C'est ça, voyager en Afrique, quand tu veux voyager, les prix sont énormes. Les compagnies se pour font les des pauvres, marges. Voyager en Afrique, ça... Parce qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas assez de compétition en tout cas. Donc souvent pour faire Abidjan, je ne sais pas moi, Nairobi, c'est souvent 2 fois plus cher que faire Abidjan-Paris parce que le trajet Abidjan-Paris, tu as peut-être plus d'options que le trajet Abidjan-Nairobi. Donc s'il y en a qui ont l'argent pour investir dans des compagnies aériennes et qui nous écoutent, je vous encourage, je serai votre première cliente ambassadrice dès maintenant même. Je vais jamais oublier ça. Mon Douala Dakar qui m'avait coûté $840, une direction s'il te plaît. Mais One Way, c'est toujours plus... Un aller simple, c'est toujours plus cher. Justement, dans ma pauvreté, j'avais dit, OK, peut-être je peux retourner au Cameroun, machin. Non, le vol était juste cher. Et ce que moi, je voulais rajouter, par contre, je trouve que cet argument peut être discutable dans le contexte des compagnies aériennes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fonctionne sur la demande. Et je considère que pour avoir pris plusieurs vols dans la sous-région, ce n'est pas toujours plein. C'est une sorte de cercle, en fait, où à un moment donné, il faut qu'il y ait certaines compagnies aériennes qui soient prêtes à faire le sacrifice pour essayer de tester. Parce que si les prix restent tels qu'ils sont, ce n'est pas donné à l'Africain moyen de voyager. Même moi qui travaillais, parce que maintenant je ne travaille pas, mais même moi qui travaillais et qui gagnais relativement bien ma vie, je réfléchissais à 2-3 fois avant de booker mes vols parce que justement, c'était cher. Et ça, c'est juste ton vol. La meilleure façon d'innover dans ces domaines, parce que pour une compagnie aérienne, les courtes distances demandent la même quantité d'efforts. La même quantité d'efforts, le même volume de logistique comparativement à des longs vols. Et parce que l'Afrique est très fragmentée, c'est compliqué. Moi, je pense que la meilleure façon d'innover dans cette industrie, c'est d'innover dans les transports. 1, il faut que beaucoup de pays ouvrent leurs frontières. 2, le train, les bus, pour faire justement... les routes, du coup, pour commencer. C'est ça, en fait. C'est ça. Parce que je pense que dans notre contexte, je ne crois pas que dans un futur proche, l'industrie aérienne sera aussi grande. Je pense que ce qui doit se développer et ce qui est plus approprié, c'est vraiment les infrastructures qui permettent aux gens de voyager d'un pays voisin à l'autre à des prix abordables. Et ça passe par le service routier et le ferroviaire pour les courtes distances. Oui, pour les courtes distances. Bon, il y a tellement de détails à voir parce qu'il faut voir quelles sont les distances que les gens même veulent faire en général. Si tu veux quitter Dakar ou Abidjan, est-ce qu'en général, tu voudras aller autour ou tu voudras aller plus loin, plus à Johannesburg, etc. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même si il y a beaucoup de travail à faire dans les autres moyens de transport, je suis sûre que dans l'industrie aérienne même, là,
il y a des choses à faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui Oui. ne sont pas au niveau des compagnies aériennes parce que les taxes aéroportuaires, ce n'est pas eux qui choisissent si elles sont élevées. Très élevé. C'est même plus que le prix de base de base, en fait. du billet. Ouais. Donc ça, ils n'ont pas de pouvoir à ce niveau-là. Et puis justement, si l'avion n'est pas plein, ils ont quand même, leur coût fixe reste pareil. Donc il faut quand même compenser. Donc il y a des choses à voir, mais je suis sûre qu'il y a du travail qui peut être fait. Et pour revenir même à ce que tu disais, moi-même, le prix m'avait choqué, mais ce qui m'avait encore plus choqué, c'était les avions taxis. Je n'avais jamais voyagé sur le continent, mais l'avion là, c'était le taxi. Il s'arrête dans un aéroport, il prend les gens. Il s'arrête dans un autre aéroport, il prend les gens. Et après, on est arrivé à la destination finale. C'était quoi ton trajet? Douala, Dakar, et on s'est arrêté dans 2 aéroports avant d'arriver. Ah, moi j'avais jamais vu ça. Et c'était le genre qu'on s'arrêtait. Moi, je vois seulement les gens descendre. Je ne comprenais même pas ce qui se passe. Et ils disent que non, si vous allez à Dakar, restez à bord. Donc, moi, je vois les gens qui prennent le bagage, ils sont en train de descendre. Bah, ça vient du fait que justement, tu as des destinations qui ne sont pas assez prisées pour avoir des lignes de vol directes et tout. Voilà. Et quand tu habites dans une ville qui est un point de transit, tu n'as pas trop ce problème-là. Donc, si tu habites à Dakar, Abidjan, Addis, Nairobi, en général, tu auras des vols directs parce que la majorité des vols passent par là et tout pour prendre les gens. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. En fait, je pense que je parle pour la majorité, en tout cas, je parle pour moi. Atterrir, décoller, c'est toujours un petit stress pour moi. Donc, le fait qu'il fasse ça 3-4 fois, mon frère, mon cœur vous laisse le mot. Oh, Yako. Parce que ça augmente le risque d'accident. Je préfère qu'on soit en l'air pour 16 heures que tu me fasses atterrir 3 fois. Mon frère, non, on se souvient de Ethiopia, pardon, c'est encore frais. Moi, je fais partie des gens qui... Souvent, je monte dans l'avion, je dors, je me réveille, on est dans l'air. Ou bien je me réveille, on a atterri, genre. Donc moi, ça me fatigue pas trop. Je suis une dormeuse. Mais rapidement, même pour finir sur les affaires de Wave et Orange, là, moi, en tout cas, ce qui m'a permis de savoir qu'il y avait une guerre, en fait, entre les deux, c'est que en Côte d'Ivoire, en tout cas, il y a des pages de réseaux sociaux qui ont été créées. Officiellement, ce ne sont ni les pages d'Orange, ni les pages de Wave. Ce serait, et j'utilise bien est-ce que c'est conditionnel en tout cas, ce serait des sortes de fan pages humoristiques qui ont été créées où chacune des compagnies est en train de roast et de clasher, de shade l'autre compagnie. Et donc, celle d'Orange, elle s'appelle Legbe d'Orange Côte d'Ivoire. Legbe, c'est la vérité, machin. Celle de Wave, je n'arrive toujours pas à prononcer, mais bon, continue. Je ne vais pas te dire d'essayer. C'est pas grave. Essaye. Legbe. Mon Dieu, j'ai passé 30 minutes à essayer de prononcer ça en Côte d'Ivoire, mais c'était juste impossible. Elle n'arrive pas. Donc, Legbe d'Orange Côte d'Ivoire et l'autre, ça s'appelle Super Fan Wave. Et par exemple, dans le logo de Wave, il y a un pingouin. Et donc, sur la page Legbe d'Orange, une fois, ils sont en mode, ouais, donc toi, comme ça, tu vas donner ton argent à un pingouin. Un pingouin, ça, j'ai vu. Ok, vas-y, il y a fouille. Ou genre la page de Wave, ils sont en mode transférer de l'argent sur Wave, c'est rapide, c'est comme envoyer un SMS et tout. Maintenant, si toi, tu veux continuer tes décryptages à taper 1, 2, 3, dièse et tout, continue. Et donc, il y a plein de posts comme ça où ils n'arrêtent pas de se clasher entre eux qui font hyper rire de ce shade. Et moi, c'est comme ça que j'ai vu qu'en fait, genre, la compétition était rude, quoi. Maintenant, est-ce que c'est vraiment juste des fanpages ou bien ils se cachent derrière ça pour alimenter peut-être tout ça? Je ne se prendrais pas. Éventuellement, peut-être qu'ils vont baisser les prix aussi en Côte d'Ivoire parce que pour l'instant, ils l'ont seulement fait au Sénégal, mais... Je pense que ça va venir. Ça ne m'étonnerait pas qu'il l'ait déjà fait. Moi, je n'ai pas trop suivi, mais ça ne peut que venir parce que Wave prend vraiment du terrain. Comment dire? Juste visuellement parlant, parce que comment tu sais où tu peux aller faire un Orange Money? C'est qu'en général, quand tu conduis dans la ville, tu vois les pancartes qui disent Orange Money et tout, mais visuellement parlant, il y a beaucoup plus de bleu qui sont les couleurs de Wave que tu vois quand tu es dans la rue. Ils ont mis leurs stickers là partout, etc. Je pense que ça prend de l'ampleur et puis les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas obligés de dépendre de leur opérateur télécom pour faire les transferts. Et comme tu disais, le fait qu'ils avaient un monopole et ils ont été un peu paresseux, ça veut dire que la loyauté du client n'a pas été cultivée, ce qui fait que les gens vont juste switch sur la base du prix. Et encore une fois, ils ont oublié la partie prenante la plus importante. L'agent de retrait ou le point de retrait obtient une commission. Donc, si lui n'est pas satisfait là, il va mettre le pingouin sur vos choses orange là, sans problème. Les gens n'ont même pas de... Il n'y a pas de loyauté dans ce sens-là. Si tu as un centre de dépôt, en général, tu fais plusieurs opérateurs.
Donc, il va juste rajouter... Oui, mais ça se cultive. Ça se cultive, en fait. Ça se cultive. L'entreprise doit cultiver ses relations avec le point de retrait. Bien évidemment, ils vont servir tous les opérateurs. Mais je suis sûre qu'il y en a certains qui vont peut-être parler mieux ou avoir une préférence pour certaines compagnies parce que peut-être leur commission est plus élevée ou leur expérience avec la compagnie est plus simple. Ouais, ça même, c'est comme il n'y a jamais même une compagnie qui a essayé de cultiver cette loyauté, c'est à voir, quoi. Ouais. En tout cas, bonne chance à eux. Hein. Moi, comme tu as dit, vive la compétition, vive la remise en question des pratiques parce que les consommateurs souffrent. Je te dis, en tout cas, franchement, de mon côté, là, je follow Wave, je suis fan, j'aime la démarche. Ouais. Pour l'instant, hein, parce que on est dans la phase de honeymoon phase, tout est beau, tout est mignon. Ils viennent mélanger un peu notre autre bourreau qui était présent, mais maintenant, sur le long terme, qu'est-ce qu'ils vont réellement offrir? Je ne sais pas. On verra. Alors, on va passer au divers. Qu'est-ce que tu as pour nous, Aïssata? Alors, le premier sujet dont moi j'aimerais vous parler aujourd'hui, ça concerne las drogas. Donc, s'il y en a qui sortent souvent... La cocaïne. S'il y en a qui sortent souvent ces temps-ci et qui entendent souvent la chanson qui dit « Les bonbons sont remplis de cocaïne ». Ah les bonbons sont vraiment remplis de cocaïne parce que ça ne va plus. Oh purée, ça ne va plus. Mon Dieu, tu vois, la bonbonne, je pense que c'est le gaz qu'il y a dedans alors que c'est la cocaïne. Aïe! La cocaïne. Ouais. En tout cas, entre parenthèses, si quelqu'un veut me signer en tant que rappeuse, je suis preneuse. Mais en gros, la raison pour laquelle on parle de ça, c'est parce que dans les news récemment, on a entendu dire qu'il y a eu un conteneur qui avait environ 145 kilos de cocaïne qui a été interpellé au port de Cotonou. Et donc, ils ont mené leurs enquêtes et tout pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et c'était des conteneurs d'une grande compagnie béninoise qui s'appelle la Sonimex. Et c'est une compagnie qui est dans la commercialisation de matériaux de construction et tout. Donc, leur conteneur qui était en provenance d'Amérique latine, qui arrivait à Cotonou, on ne sait pas si ça devait partir quelque part encore. Au milieu des choses là-bas, il y avait 145 kilos de cocaïne. Ça, je ne me rappelle plus de la valeur, mais ça vaut des milliards de francs CFA et des millions d'euros. Ils diversifient leurs activités. Illégalement, oui. Illégalement. Du coup, le DG de cette compagnie a été arrêté. Il y a eu à peu près 9 personnes qui ont été arrêtées. Il y avait des Français qui étaient impliqués. Je ne sais plus exactement comment. Eux aussi, ils ont été arrêtés pour être mis en étude. Et le plus marrant dans tout ça, c'est que le chef de l'Office central de répression du trafic illicite de drogue, donc la brigade anti-drogue, en fait, leur chef à eux-mêmes a aussi été arrêté pour abus de fonction, complicité, d'acquisition, etc. Donc, en gros, corruption, parce qu'il aurait été soudoyé, en tout cas, pour permettre à une si grosse quantité de cocaïne d'entrer dans le pays en passant inaperçu jusque-là. Si tu ne peux pas les arrêter, qu'est-ce que tu fais? Tu les rejoins? Ah, d'accord. Moi, mais tu les rejoins? J'ai réfléchi comme on réfléchit dans certains pays. S'ils te dépassent, il faut les rejoindre leur rang, comprendre comment ils fonctionnent pour mieux les arrêter après. Mais voilà, maintenant, eux tous, ils sont dans les mêmes cellules. Donc, ils n'ont qu'à essayer de mieux se comprendre là-bas. Déjà, juste au Bénin, ce n'était pas la première fois qu'il y a ce genre de choses qui se passaient avec des grandes personnalités publiques, en tout cas, qui sont impliquées. Parce qu'en 2016, il y avait un monsieur qui s'appelle Sébastien Ajavon, qui était genre un des plus grands businessmen du pays. Il était dans l'industrie de la volaille. Il avait même été candidat au présidentiel. Je pense qu'il avait eu même à un moment donné la 3e place. Il était genre président du patronat, genre la personnalité publique qui lui avait été arrêté parce qu'ils avaient saisi 18 kilos de cocaïne dans un de ses conteneurs qui venait encore une fois d'Amérique latine. Et donc apparemment, c'était au milieu des gésiers de dinde ou je ne sais pas trop quoi là qu'ils avaient caché la cocaïne. En tout cas, il n'y a pas plus créatif qu'un cartel. Hein. Je te jure, toujours. Et il se trouve que c'est même pas que le Bénin qui est victime. Enfin, est-ce que je dirais victime? En tout cas, qui est impliqué dans ce genre de choses parce que depuis le milieu des années 2000, en fait, l'Afrique de l'Ouest, quand il s'agit de la cocaïne, est devenue une plaque tournante, en fait. Et c'est devenu un lieu focal, un lieu central dans le trafic de cocaïne dans le monde. L'émergence. L'émergence. On émerge. Lentement, mais sûrement. Lentement, mais sûrement. Et donc, quel rôle est-ce que l'Afrique joue même dans ce trafic de cocaïne? Ce n'est pas forcément un rôle de consommation. Donc, ce n'est pas pour dire qu'on ne consomme pas de la cocaïne en Afrique. Elle est consommée. Et de plus en plus... On la consomme. Pardon, désolée, je ne suis pas sérieuse. On la consomme, on la fume. Et justement, avec la montée des élites et tout, parce que bon, la cocaïne étant une drogue quand même chère, c'est une drogue de professionnels.
de riches un peu. Et il y a une montée des élites africaines, etc. De plus en plus de gens qui viennent de l'étranger, etc. Donc, le marché de consommation est de plus en plus grand. Mais ce n'est pas ça qui explique pourquoi on trouve des kilos, des centaines de kilos de cocaïne. Ce qui se passe, en fait, c'est que depuis le milieu des années 2000, les narcos d'Amérique latine se sont rendus compte que le marché américain, qui était leur premier marché de consommation, en fait, était saturé en termes de vente de cocaïne. Parce que les cartels mexicains, qui sont juste au sud du coup des États-Unis, étaient de plus en plus indépendants et ils géraient de plus en plus le trafic entre le Mexique et puis les États-Unis. Et en plus de ça, toutes les brigades antidrogue, etc., avaient été de plus en plus fortes à fermer les routes de trafic entre les Caraïbes, etc., et puis les États-Unis, ce qui fait que pour les Colombiens, etc., c'était beaucoup plus dur d'acheminer la drogue jusqu'aux États-Unis. Et une fois qu'elle arrive même, ils ont de moins en moins de clients parce que le Mexique est en train de prendre tout le marché. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, OK, il n'y a pas de problème. Quel est notre autre marché qui peut consommer la cocaïne? C'est l'Europe. Et donc là, ils se focusent sur le marché européen. Et donc, pour faire acheminer cette drogue-là jusqu'à l'Europe, quel est un point de transit? Parce que ça peut pas être, j'ai failli dire un vol direct, mais ça peut pas être un vol direct, tu vois. Il faut une escale. Quelle est l'escale qui a le plus de sens géographiquement et au-delà de la géographie même, qui a le plus de sens logistiquement, politiquement, en termes de normes, en termes de lois? Qu'est-ce qui va être plus facile? C'est l'Afrique de l'Ouest. Je sais qu'on parle de drogue là, mais moi j'applaudis parce qu'ils fonctionnent comme des entreprises et qu'ils comprennent que le marché est mature là-bas, je dois m'étendre ailleurs. Je suis fan. Exactement. Continue. Et on dit que justement, en 2019 en fait, ça a été l'année record de la quantité de cocaïne qui a été interceptée. On dit qu'il y a eu au moins 20 tonnes, donc on ne parle pas de kilos, on parle de tonnes, qui ont été saisies, qui ont été interceptées sur le continent en 2019. Et dans ces 20 tonnes-là, il y avait 80% qui venaient de l'Afrique de l'Ouest seulement. Et donc, il y a quelques chiffres à chaque fois qui sont là. On dit, par exemple, en janvier dernier, ils ont intercepté 3 tonnes à Banjul, en Gambie. Ensuite, au mois de mars, les marines françaises ont intercepté 6 tonnes en Côte d'Ivoire. Donc, là, on vient de parler du Bénin. Là, je n'ai pas les chiffres pour le Sénégal, mais je sais qu'il y a déjà eu de la cocaïne qui a été interceptée au Sénégal, etc. Et c'est justement à cause de toute cette nouveauté en termes de l'acheminement de la drogue jusqu'à l'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il paraît qu'en fait, ils n'ont pas inventé ça, quoi. Ils sont juste retournés dans l'histoire parce qu'apparemment, dans les années 1950, l'Afrique de l'Ouest était aussi une zone de transit. Cette fois-ci, c'était pour exporter plutôt l'héroïne aux États-Unis. Et c'est plutôt le Nigeria qui joue un grand rôle dans l'export d'héroïne de là où l'héroïne était produite jusqu'aux États-Unis. Donc, ils ont juste repris cette manière de fonctionner là et puis ils ont mis d'autres pays en avant. Donc, les pays africains sont un peu nouveaux j'ai envie de dire, dans la lutte contre le trafic de drogue. Tu vois qu'il y a de plus en plus d'efforts qui sont mis en place, les trucs sont interceptés, etc. Mais quels sont les vrais moyens efficaces qui vont arrêter ça? Je ne sais pas. Mais je sais en tout cas que juste en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est toujours mon exemple parce que c'est le pays que je connais le plus. Mais même quand tu fais souvent le trajet à Abidjan, à Signy, tu as la brigade antidrogue qui est là et qui arrête souvent les voitures pour fouiller, pour voir s'il n'y a pas de la drogue, pour voir s'il n'y a pas de la cocaïne. Je suppose que par là, ça doit être une route fréquente de trafic. Je vois qu'il y a de la collaboration avec les marines des autres pays parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est les marines françaises qui avaient intercepté la drogue qui a été prise, etc. Et puis, en dehors de la cocaïne, je sais que quand tu regardes d'autres drogues comme l'héroïne, etc., ça passe plus par l'Afrique de l'Est. Donc, chaque région a un peu sa spécialité de trafic. Et par contre, le danger dans tout ça, c'est que oui, ça commence par le trafic et juste par l'acheminement. Mais quand ce sont des drogues qui rentrent dans le pays, ce sont des drogues qui vont être de plus en plus consommées. Et je pense que les États-Unis sont un exemple flagrant des dégâts que l'héroïne peut faire dans des communautés. Ça, c'est juste l'héroïne. Surtout la communauté noire. Surtout la communauté noire. Et vu que je trouve que les communautés africaines sont déjà des communautés vulnérables, au vu de tous les problèmes qu'on a, ça fait un peu peur de se dire que la drogue va venir s'ajouter à ça, quoi. On a déjà un problème de drogue dans la plupart de nos pays avec la jeunesse, qui est quand même assez très fort. Il y a beaucoup d'hommes politiques et des femmes politiques surtout qui militent contre ça. On a un gros problème avec l'opium, toutes les drogues pharmaceutiques là, déjà dans nos pays. Donc, il y a même une nouvelle drogue là qui est, j'ai oublié le nom, je pense que c'est le Faramol ou un truc comme ça, qui est une drogue un peu sous forme de médicament dans les opioïdes et tout, qui est genre en essor mais intense. Je pense que c'est en Afrique. C'est pas le tramadol? Tramadol, pardon, j'ai dit Faramol. Tramadol. Tu étais proche, il y avait un hall dedans. Tramadol. Ouais. Ouais.
Et justement, même par rapport à ce que tu disais, non seulement il y a tous les drogues pharmaceutiques qui sont déjà très, très présentes sur le continent, mais moi, je me dis juste dans ton histoire là, que s'ils ont saisi 20 tonnes là, c'est qu'au moins 100 tonnes sont passées. Donc, ça veut dire que le volume est déjà énorme. Oui, le volume est énorme. Les saisies, c'est les quelques vérifications qui sont faites. Et ça, c'est justement des vérifications qui sont faites lorsque vous arrivez à passer à travers toutes les personnes qui ont été corrompues. Parce que la drogue ne peut pas juste traverser des pays comme ça sans que les personnes qui sont dans des postes de prise de décision et dans des postes de pouvoir approuvent d'une manière ou d'une autre. Il faut que les grands du pays soient au courant, sinon ça ne va jamais passer. Mais attends. Si je me souviens de mon expérience, ça c'est Netflix, hein, quand je regardais Narcos. MDR. Je n'ai pas tout regardé. Mais en tant que fan de rap, en tant que fan de quelques séries, de ce que j'ai compris avec les cartels, c'est que la meilleure façon pour un cartel de cacher ce qu'elle fait, c'est de s'immiscer dans une entreprise qui a des activités légales et irréprochables. Et souvent, ils utilisent plusieurs tactiques pour le faire. La tactique commune, c'est les menaces. Donc, on menace ta famille ou encore on te fait du chantage. Donc, souvent même, je ne veux pas défendre les entreprises qui font ça sur le continent, mais non, souvent ils sont contraints, quoi. C'est ça. C'est même pas question de vouloir, c'est question qu'ils sont contraints parce que vraiment, ces cartels, comme je dis, ils sont créatifs dans l'art de la manipulation, de la violence. Ouais. Mais c'est un truc de ouf. Et justement, dans les 2 exemples du Bénin qu'on a pris, à chaque fois, c'était retrouvé dans des conteneurs de quoi? De grandes compagnies. Ce n'est pas des petites entreprises, etc. C'est des grandes compagnies dont, justement, on ne vérifierait pas forcément le contenu du conteneur parce qu'ils font beaucoup d'import, export à la base. Et comme tu as dit, ils ont sûrement des activités irréprochables, quoi. Ouais. En tout cas, vraiment, on apprend beaucoup, hein. Merci Netflix. Je te jure, Netflix, entre notre apprentissage sur les cartels et sur la royauté, la monarchie en Angleterre. J'ai déjà eu des débats sur la monarchie en Angleterre. Aucun de nous n'avait regardé autre chose que The Crown, mais on débattait comme si on avait fait des études historiques. Mais attends, les séries sont basées sur des faits historiques, donc quand tu utilises ça comme dans un débat... Toujours, c'est inspiré de faits historiques, voilà. Mais... c'est un peu fictionnel. Donc, c'est pas juste des séries, hein, c'est des semi-documentaires. Et puis voilà. Alors, donc, on va passer au prochain sujet. On va parler de Diamond Platnumz, qui est je pense, la plus grande star en Afrique de l'Est. C'est Leur Fally. La plus grande star d'Afrique de l'Est. Je pense que, comment il s'appelle? Ceux qui chantent Uzuri Mama, le groupe là. Tu vois, si tu n'as pas le nom en tête. Non, Sautisol, mais bien sûr. Non, je pense que Sautisol a le même. Même pas proche. Bon, pas les plus grands, mais je pense qu'ils ont le même niveau de notoriété. Non. En tout cas, bon, ça, bref, c'est vraiment Diamond. Si tu veux, parce que je suis pas fan. La plus grande star tanzanienne. Allons-y. La plus grande star de l'Afrique de l'Est. J'ai dit ce que j'ai dit. Continuons. Donc, il a été nominé pour meilleur acteur international au BET Awards. Et avant ça, il y avait une pétition qui avait été signée par 20 000 personnes pour qu'on le disqualifie des BET Awards à cause de sa proximité avec le pouvoir tanzanien, donc avec le parti politique au pouvoir CCM, qui était le parti politique de l'ancien président, du feu président John Magufuli. Et en fait, on l'accusait dans cette pétition d'utiliser sa popularité pour blanchir le président et son régime qui est considéré comme répressif. En fait, Diamond lui a dédié plusieurs chansons à ce président-là. Il est souvent monté sur scène avec lui pendant ses campagnes électorales. En plus de ça, on l'accuse de ne pas montrer sa solidarité face aux autres artistes tanzaniens qui ont souvent été arrêtés par le régime du président Magufuli, comme un comédien Idriss Sultan. Il avait fait une vidéo pour rigoler d'une vieille photo du président et on l'avait arrêté pour cyberbullying. Donc, on dit qu'il a bully de son petit compte sur les réseaux sociaux, qu'il a bully un président qui n'est même pas sur les réseaux sociaux. Mais bref, donc ce comédien-là avait été emprisonné et justement, les gens considéraient que Diamond Platnumz, étant un grand artiste, devait le soutenir. Et en même temps, on constate quand même que Diamond Platnumz en Tanzanie n'est pas aussi protégé que ça, puisqu'il y a 3 ans, il avait été arrêté parce qu'il avait posté une vidéo de lui sur les réseaux sociaux en train d'embrasser une go. Et apparemment, ça constitue une violation de leur loi. Donc, s'il avait été trouvé coupable, il aurait eu une amende de $2 200 et 1 an de prison. Parce que là-bas, en fait, il y a eu, à l'époque de Magufuli, là, une loi qui disait que les blogueurs, les journalistes en ligne devaient obtenir une licence pour opérer sur les réseaux sociaux. La licence est de $900. Mais en plus de ça, il y a une façon de se comporter en ligne. Et si tu sors de ce cadre, tu peux te faire arrêter. Donc, vraiment, lui n'est pas non plus
à l'abri, en fait, de ce régime. Donc, la pétition qui a été signée par 20 000 personnes, finalement, bon, ça n'a pas été considéré. De toute façon, il a répondu qu'il respecte les opinions de tout le monde et que quand les gens l'insultent, il éprouve quand même de la gratitude. Et c'est ça. Donc, finalement, il est allé au BET Awards sans problème. Le but de la pétition, c'était de faire quoi? Comment on allait l'empêcher de partir? C'était de dénoncer en fait ce qu'il faisait. Et je suppose que les gens espéraient que justement BET allait voir ça et lui ôter sa nomination. Bon, moi en fait, mon opinion là-dessus. Déjà, est-ce que j'ai raconté mon histoire avec Fally à Montréal? Je me souviens pas. Toi, tu as une histoire avec Fally à Montréal? Non, pas moi. Des amis. Ok, donc je pense que j'en avais parlé ici, mais je ne suis pas sûre si peut-être on avait coupé. Mais en gros, je me souviens du concert de Fally à Montréal qui avait finalement été semi-annulé parce qu'il y avait les combattants, qui est un mouvement qui était contre le président, qui voulait dénoncer le président. Et il faisait beaucoup de pression sur les artistes congolais parce qu'ils considèrent que ces artistes-là supportent justement le président congolais. Je me souviens plus c'était qui à l'époque. Et en fait, ça a fait que pour le concert de Fally, là, mon frère, le concert était annulé le jour même. Et Fally est allé faire concert. Je ne suis pas allée parce que je me suis dit que remboursez-moi mon argent. Mais Fally était allé faire concert dans un restaurant. Mon frère, j'ai vu les snaps. Mon El Mara, ma star, était sur une table en train de danser et de chanter parce qu'on avait annulé son concert dans la salle principale. Je sais pas, tu vois ton Fally Coco sur la table d'un restaurant, quoi. Ça faisait trop pitié. On dit ton Fally Coco supporte les méchants présidents. Tu dis que ton Fally Coco. Mais comme pour dire en fait que je trouve, mon opinion par rapport à ça, c'est que souvent les artistes qui ne se sont pas proclamés comme activistes, c'est un peu injuste de leur demander de se positionner contre un régime, surtout quand ils sont sous l'emprise, tout comme nous, de ces régimes en fait. Et surtout que souvent, quand tu es un artiste ou même un homme d'affaires dans nos contextes, malheureusement, pour opérer et pour fonctionner, tu dois souvent être en contact avec des hommes politiques. Pas nécessairement être en politique, mais juste même pour que tu obtiennes un agrément, il faut que tu connaisses quelqu'un dans le gouvernement. Donc, si tu n'as pas de relation dans le gouvernement en tant qu'artiste, non seulement on peut bloquer tes concerts, on peut bloquer tes financements, on peut t'emprisonner pour rien. Donc, si tu n'as pas de relation avec le gouvernement en tant que citoyen, la vie même est toujours un peu plus dure. Donc, imagine en tant que personne publique. Donc, en tant qu'artiste, je trouve que les artistes sont souvent dans une position délicate où c'est soit ils priorisent leur art ou soit ils priorisent leur activisme. Donc, je pense que demander à Diamond Platnumz de se positionner contre un gouvernement dont lui aussi a souvent été victime, c'est quand même un peu trop demandé. Et en même temps, je pense qu'il y a des façons subtiles de dénoncer un gouvernement dans sa musique. Parce que, comme Nina Simone l'avait dit, le rôle d'un artiste, c'est de refléter son temps. Et il y a des façons de refléter ton temps et de parler de ce que tu vois sans dénoncer, être dans la dénonciation. Donc, je pense que c'est peut-être ça qui pourrait faire un peu plus, mais je ne considère pas que c'est le rôle de l'artiste de se lever contre un gouvernement entier qui est ancré depuis des années et des années. Moi-même, oublions tout ça là. Quelle que soit l'emprise que le gouvernement a sur lui, etc., arrêtons... Enfin, je ne sais même pas comment m'exprimer. Arrêtons de mettre nos ambitions et nos désirs sur les autres. Sur les autres, parce qu'à un moment donné, un artiste, c'est un être humain qui a le droit à la liberté d'expression, à la liberté de choix, la liberté de s'affilier aux partis, aux idéologies qu'ils veulent. Donc moi, jusqu'à un certain niveau, je suis pour le fait qu'il faut séparer vos artistes de la personne qui sont tant qu'ils ne sont pas contre la loi. Donc, s'ils sont contre la loi et que comme certains dont je suis fatiguée de citer les noms vont aller abuser des mineurs et puis faire pipi sur eux, là, non. Ne séparez pas parce que la personne est contre la loi et fait du mal concrètement aux gens. Mais si c'est une question de la personne est affiliée à X, Y, Z, man, séparez. C'est pas son rôle. C'est un artiste. Son rôle, c'est de vous faire de la musique et pour vous de kiffer. Donc, arrêtez de vous accrocher aux artistes par rapport à leurs idéologies, etc. Juste kiffer leur musique. Moi, je suis même contre le fait qu'on fasse une pétition pour lui enlever sa nomination au BET parce que le gars a mérité. Il a travaillé pour sa musique qui est incroyable, sa communication est incroyable, il a fait des featuring de ouf. Laissez-le. Maintenant, si vous êtes contre le président, quand il fait ses vidéos de propagande, fermez les oreilles, fermez les yeux, qu'on passe à autre chose. Maintenant, si vous êtes influençable, laissez-vous influencer et laissez-nous tranquilles. Ma position a toujours été que le consommateur est le roi. Donc, si tu considères qu'un artiste supporte un régime qui te fait mal, la meilleure façon de t'exprimer... Arrête. Oui, tu peux signer une pétition, ok, fine. Mais tu peux arrêter d'écouter sa musique et arrêter de consommer et de rendre cette personne populaire. Voilà.
Et tu peux maintenant mettre tes efforts de supporter les artistes, justement, qui sont engagés dans ce qui t'intéresse. Par contre, quand ces artistes se font arrêter et emprisonner et on demande de l'argent pour les faire sortir en prison, il faut aussi contribuer, hein? Parce qu'il faut avoir les moyens de sa politique. On est toujours là, choqués, à signer des pétitions. Les mêmes gars qui signent des pétitions, le même soir, il va aller danser à Diamond Platinum en boîte sans remords. Il connaît toutes les paroles d'ailleurs. Non, mettez votre argent là où votre bouche est. Là, j'ai fait une traduction très littérale, mais mettez votre argent là où votre bouche est. Et justement, tout ce qui vous permettra de participer à la popularité de la personne. Si vous êtes si contre les pensées, machin de la personne que ça, ne mettez plus l'argent. Maintenant, si vous pouvez cohabiter avec, comme les gens comme moi ici, bon, on écoute et puis on passe à autre chose. Je dis ça même parce que j'ai souvent vu des GoFundMe d'activistes qu'on essaie de sortir de prison. On demande 5 000 $. Tu vois que la contribution n'a même pas atteint 1 000 $. Donc, c'est ça en fait. Franchement, là, il ne faut pas envoyer les enfants des gens militer contre des gouvernements et le jour qu'ils finissent en prison, il n'y a plus personne, quoi. Exact, exact. Et puis, concrètement parlant, même si ton vrai problème, c'est le pouvoir en place, quand maintenant on va enlever Diamond Platinum des nominations de BET, tu penses qu'il y a des choses qui vont changer dans le pays Ça change rien. Ça fait mal à la personne plus qu'autre chose. Plus qu'autre chose. Je trouve qu'on a tellement de problèmes et que quelquefois, on se concentre sur la mauvaise chose. Peut-être parce que c'est plus facile du coup. Mais il est atteignable en fait. Ça, il est atteignable, mais souvent, on n'est pas concentré en fait. Pas du tout. Je voulais faire un petit détour. Bon, là, je vais rentrer dans l'immaturité. Mais vraiment, Aïssata, son outfit là, au BET Awards, ça n'allait pas. Quand j'ai vu l'outfit, j'étais comme, on est où là, frère? En fait, déjà, je vais décrire le outfit. Peut-être on va mettre ça comme la couverture du podcast. Il s'est pointé au BET Awards aux États-Unis là, en tenue traditionnelle, Maasai, pour représenter ses origines. Il est arrivé là-bas comme un guerrier de la tribu. Le outfit était coloré, bruyant, jusqu'à il a mis l'épée, le bouclier. J'étais juste comme... Déjà, vous savez, on va donner la base. Nous ne sommes pas en train de moquer de la culture Maasai. Du tout. Nous ne sommes pas en train de... C'est même pas ça l'intention. C'est une très belle culture. Et puis, chaque culture n'a qu'à faire ce qu'ils veulent. L'habillement était bien. Le contexte... L'aider. Voilà. C'est juste pas un contexte approprié pour ça. C'est pas la journée culturelle à l'école où tu vas venir montrer ce qu'on porte chez toi. Et puis, du coup, si tu vas venir, et si c'est ça ton intention de le faire, je trouve qu'il y a des moyens d'incorporer ta culture dans une tenue qui fait cérémonie d'award. Sans pour autant venir dans ta tenue de guerrier. Voilà. Et c'est ça que je reprochais même. En fait, une tenue de guerrier, même que... C'est-à-dire qu'entre ces tatouages et la tenue, du coup, tu ne sais pas où regarder parce que le mec, il est tatoué de partout. Tu as les tatouages qui sortent là, tu as la tenue, et puis il a mis vraiment toute la tenue. Et il est accompagné d'un staff qui est habillé de façon très européenne, on va dire, ou américaine. Ouais. Je n'ai même pas compris la démarche. J'ai un exemple concret. Chimamanda, right? L'auteur. Oui. Elle aussi, elle est dans la sauce. Mais bon, on va la laisser pour une autre fois. Tu vois, même ça aurait même été un bon sujet à aborder. Mais bon. Ouais. Mais Chimamanda, par exemple, c'est une auteure qui, depuis le début, a toujours supporté les designers nigérians. Locaux, internationaux. Elle ressemble à un clown. Elle a souvent ressemblé à un clown. Mais c'est consistant. Chaque artiste a un style. Même s'il peut dévier de ce style, c'est un style. À moins que tu aies un branding qui est très fashionista, comme les Kanye West, les Lady Gaga, les Rihanna, là, tu peux te le permettre. Ouais. Beyoncé, on sait ce qu'elle va mettre. Diamond n'est pas reconnu pour son style exceptionnel. Donc, le fait qu'il se pointe là, en tenue Maasai, pour soi-disant représenter sa culture, ne cadre juste pas avec l'événement. Et en plus de ça, j'ai vu des artistes nigériens se pointer aux Grammys, au BET Awards, en représentant leur culture d'une façon qui cadre en fait avec l'événement. Voilà, c'est juste une question de son équipe de communication. Le problème vient de lui et de son équipe. Et de sa styliste. C'est tout ça, son ou sa styliste. Normalement, un artiste, justement, est censé avoir une image cohérente tout au long du temps, plus ou moins constante, qui est censée communiquer quelque chose. Et puis, ça fait partie de tout ton branding, ça fait partie de ce que tu essaies de communiquer à ton public. Maintenant, quand moi, je réfléchis aux grandes stars africaines, elles ne sont pas nombreuses à justement avoir ce style constant dans la durée. Il y en a quelques-unes qui l'ont, il n'y a pas de problème. Ouais. Burna Boy, et c'est justement, je suis en train de dire, il y en a quelques-uns qui l'ont. Burna Boy, son style est constant. Sa styliste, c'est sa sœur, elle sait ce qu'elle fait, elle gère. Fally, son style est constant, il est toujours dans les habits flowy, avec plein d'imprimés du yoga. Les habits du yoga. Les Yemi Alade, les Tiwa, c'est constant. Mais quand tu regardes le grand univers de nos stars, la majorité n'ont pas forcément cette constante-là. Donc peut-être que Diamond se cherche, peut-être qu'il s'est dit les BET là, c'est le jour, c'est le renouveau, c'est la renaissance de mon style.
et que à partir de maintenant, on va le voir dedans. Peut-être qu'il a toujours pas ça en tête, mais moi, je dis, comment il a traversé la sécurité avec l'épée, mon frère? L'épée et le bouclier. Mais tu vas où, mec? Et en plus, ça se trouve, il n'y a pas l'épée dedans, hein, parce qu'il a le truc de l'épée. Oui. Ça se trouve, c'est pas une vraie épée. Peut-être. Ouais. Mais j'ai trouvé le timing, en fait, questionnable pour l'habillement parce que ça venait justement après cette fameuse pétition où on lui reprochait beaucoup de choses. Et aussi, je me dis en fait que quand on veut porter nos habits traditionnels dans des événements qui sont considérés fashion, il faut aussi être très créatif. Quand tu reproduis la tenue traditionnelle, pour moi, ce n'est même pas un signe de créativité. Je sais non, c'est pas créatif, tu as juste reproduit ce que tu connais. Voilà. Donc, bref, dans tout ça, c'est Burna Boy qui a gagné le prix. Hein. Donc, parenthèse comme ça. MDR. Bon, en tout cas, on n'a qu'à quitter Diamond là. On a d'autres sujets à gérer. Le temps en train de passer. Voilà. Notre prochain sujet est légèrement un tout petit peu plus sérieux, mais je pense que ça va être un peu rapide. Je nous ramène au Bénin. Aujourd'hui, c'est le pays que j'ai choisi. Je nous ramène au Bénin. Cette fois-ci, c'est un sujet sur la santé. Parce que pendant la semaine, j'avais vu un titre de journal, de médias, qui disait qu'à partir de maintenant, le Bénin allait exiger le test de la drépanocytose aux gens avant qu'ils se marient. Et j'ai vu ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Je me suis dit, je vais aller faire plus de recherches et tout. Bon, la réalité est qu'il y a réellement un média qui a parlé de ça, qui s'appelle 24 heures Bénin, un truc comme ça. Et puis, il y a 2-3 autres médias qui ont copié leur texte mot pour mot. Ils sont allés mettre ça là-bas avec même le même titre et tout. Donc, la véracité de l'information, bon, je ne sais pas, mais je trouvais que c'était quand même un sujet qui était important. Et au-delà de ça, même dans l'article, vraiment, il y avait beaucoup de détails importants qui manquaient. Mais je voulais quand même qu'on parle un tout petit peu de la drépanocytose rapidement. C'est même pas de la sensibilisation que je veux faire, mais c'est juste pour qu'on ouvre les yeux, parce que j'ai l'impression que c'est une maladie que tant qu'on n'est pas confronté à la maladie dans notre entourage, on l'oublie très facilement. C'est une réalité méconnue. Moi, je connais bien la maladie parce que j'ai une amie qui est drépanocytaire et on a fait le lycée ensemble. J'ai vu et on se côtoie encore jusqu'à présent. Je vois à quel point c'est difficile en fait d'avoir la drépanocytose, et j'ai des gens que je connais dans mon entourage qui ont perdu leur enfant à des âges très jeunes à la drépanocytose, et c'est une maladie pas qui peut être prévenue, mais on peut en quelque sorte savoir dans quoi on se met, et je vous explique. En gros, là, la drépanocytose, c'est génétique. C'est une maladie génétique et tout, etc. Donc, dès que deux personnes se mettent ensemble, elles peuvent plus ou moins savoir quelle est la probabilité que leur enfant fasse la maladie. Parce que c'est une sorte de gène que tu as en toi. Et si tes deux parents sont porteurs du gène, tu peux être porteur sain. Si tes deux parents sont porteurs du gène, tu auras la drépanocytose. Maintenant, si tu as un seul parent qui est porteur du gène, là, tu n'auras pas forcément, tu as des chances de l'avoir, mais tu ne l'auras pas forcément. Donc, même avant en fait, de se mettre ensemble et d'avoir un enfant, il y a moyen d'aller se faire tester pour savoir si vous êtes porteur du gène ou pas. Et puis, par rapport à ça, les docteurs vont vous dire quelles sont les chances que vous ayez un enfant qui a la maladie, etc. Et beaucoup de fois, tu as des gens qui sont tous les deux porteurs, qui font des enfants. Et ensuite, leur enfant naît, leur enfant est malade, mais ils ne savaient pas avant qu'ils étaient porteurs du gène jusqu'à ce que l'enfant soit malade, en fait. Et même souvent, même pendant la grossesse, à des stages assez tôt dans la grossesse, il y a moyen de tester en fait pour savoir si l'enfant va porter la maladie ou pas. Ce qui peut te permettre de prendre des décisions très difficiles qui peuvent dire que tu peux vouloir terminer la grossesse ou pas. Mais au moins, tu sais dans quoi tu te mets et puis tu rentres dans une situation avec les yeux ouverts, quoi. Et la maladie, concrètement, qu'est-ce que c'est? Juste pour avoir une idée. C'est en gros une maladie qui fait que l'oxygène ne circule pas bien dans ton sang. Donc, tes globules rouges ne transportent pas bien l'oxygène dans ton sang. Donc, tu peux être anémié. Tu as souvent des crises. Les drépanocytaires, ils ont des crises où ils ont mal partout. Ils ont mal aux articulations. C'est des douleurs où quelquefois, il faut t'injecter de la morphine selon l'intensité de ta crise. Et ça fait aussi qu'ils sont très vulnérables. Donc, leur système immunitaire est vulnérable. Donc, il y a plusieurs maladies qui les affectent plus que d'autres. Donc, quand tu es drépanocytaire, tu peux mourir de la grippe, en fait, parce que ton corps ne supporte pas la maladie. Et selon les gens, tu fais plus ou moins la maladie que d'autres. T'en as qui l'ont intense, t'en as qui l'ont moins. Ça régule un peu là où tu peux vivre, parce que les endroits qui sont en haute altitude, ça les arrange pas. Parce que quand tu es en altitude, tu reçois moins d'oxygène. Donc, si en plus de ça, ton sang là, transporte moins bien l'oxygène, c'est difficile. Et dans 80% des cas de drépanocytose dans le monde, c'est en Afrique subsaharienne. C'est souvent positionné justement comme une maladie de la race noire. Déjà que naturellement, on a tendance à être anémique. Et justement, c'est vraiment une sorte d'anémie. Ils appellent ça quoi? Anémie falciforme, un truc comme ça. Oui. On est génétiquement un peu plus
prédisposé à l'avoir. Bon, c'est sûr que tout le monde peut l'avoir, hein. Tout le monde peut l'avoir. C'est une question de gène, hein, mais comme c'est la population noire qui l'a, tant que les Noirs continueront à se multiplier entre eux, c'est entre nous que la maladie va rester en fait. Et donc la leçon, c'est quoi? Il faut marier les Blancs, c'est ça? On cherche notre gars. Lol. Pardon. Ouais. On se fait des petits enfants métis, ouais. Pour éviter la drépano. Ouais. Campagne de sensibilisation. Mais c'est surtout qu'en fait, il faut juste être au courant et puis se tester. Et puis, il faut vivre la vie de manière un peu moins inconsciente, quoi. Et justement, quand moi, j'ai vu le fait que ça serait peut-être exigé avant le mariage au Bénin, je trouvais ça trop cool. Je me disais, bon, il y a beaucoup d'enfants qui sont faits hors mariage, hein, on ne va pas se mentir. Donc, ça reste qu'il y a quand même une bonne partie de la population qu'il faut quand même sensibiliser à faire le test ou à faire le test sur les enfants et tout. Parce que la réalité est que c'est une maladie chère. Tu es souvent à l'hôpital en train d'essayer de faire soigner tes enfants. Et si tu n'as pas les moyens, tu n'as pas forcément accès aux meilleurs docteurs. C'est une maladie et c'est chronique en fait. Donc c'est chronique. Émotionnellement, c'est difficile d'avoir ton enfant qui est toujours au bord de la mort et d'être tout le temps à l'hôpital et de voir ton enfant à qui on a injecté de la morphine, etc. Il y a des gens que je suis sur les réseaux sociaux dont les enfants ont ça. Ils dépendent beaucoup des dons de sang. On sait tous que les banques de sang en Afrique ne sont pas tout le temps alimentées. Et puis, au-delà de ça, en fait, ils ont une espérance de vie qui est vraiment plus basse que la moyenne. Et donc, d'avoir quelqu'un que tu aimes en face de toi et de te dire qu'il y a de fortes chances que cette personne n'ait pas une vie complète, que cette personne soit limitée dans sa vie parce que tu es sujet à des crises, donc même pour le travail, si tu fais de la drépanocytose fort, ça doit être dur d'avoir un travail peut-être stable parce que tu vas souvent être absent, etc. En termes d'assurance maladie, on n'en a pas des tonnes ici. Donc, c'est juste tellement difficile. Et savoir que c'est une maladie que tu peux plus ou moins prévenir et puis prendre des décisions basées sur ce que tu es prêt à assumer ou pas. C'est dommage de voir qu'on ne fasse pas assez le test, qu'il ne soit pas forcément obligatoire, etc. Quand j'ai vu le truc sur le mariage, je me suis dit, ça peut être une option. Mais c'est sûr qu'après, je me suis posé des questions sur qui est l'État pour régir, qui peut faire des enfants, qui ne peut pas faire des enfants. Donc, une fois que vous faites le test, qu'est-ce que vous faites des résultats? Mais attends. Est-ce que, auprès de la loi, de ce que tu as lu, est-ce que si le test, je ne sais pas, estime que votre enfant aura la drépano, le gouvernement intervient ou bien il veut seulement avoir le test? Et justement, c'est ça qui n'était pas clair dans l'article. L'article ne parlait pas de la logistique, de déjà même... Quand vous faites le test, là, qui vérifie, machin, ça, on ne sait pas. Et justement, on ne sait pas ce qui est fait des résultats. Est-ce que c'est juste pour que vous soyez au courant et que vous preniez vous-même des décisions basées sur ça? Est-ce qu'il y a des mesures de « vous ne pouvez pas », ça m'étonnerait. Mais il n'y avait pas de détails sur ça du tout. Du tout. Et moi, c'était ça même qui me rendait le plus curieuse. Mais je pense que juste faire le test, c'est déjà assez parce que plus il y a de personnes qui sont au courant de leur statut, plus ils pourront prendre des décisions informées par rapport à ça. Et puis, en fait, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était plus de dire, bon, dans les gens qui vont nous écouter ici, au cas où c'est quelque chose qui vous sort de la tête, etc., pensez-y. Et puis... Moi, c'est toujours la logistique qui me dérange dans ces trucs-là. Parce que je trouve qu'à l'aube du mariage, c'est un peu tard. Mais en même temps, je ne sais pas comment tu te mets en couple avec quelqu'un et tu entames même cette conversation. Parce que moi, je pense que la sensibilisation autour de la maladie est nécessaire. Mais je pense aussi que la sensibilisation sur comment approcher cette conversation est encore plus importante parce que je pense que c'est ça le véritable frein. Moi, je me mets juste dans une situation où je suis en couple. À quel moment tu considères peut-être que la relation a un futur ou assez sérieuse ou que tu entrevois le mariage au point où tu dis à ton partenaire que, OK, allons faire les tests parce que pour le partenaire, ça peut être comme... Peut-être dans sa tête, c'est un plan d'un soir ou de 2 semaines. Et toi, je sais pas en fait comment... concrètement ça fonctionne. Et je trouve qu'après être tombé en amour dans les c'est encore plus difficile. Tu dois te séparer de cette personne. Pas forcément. Après, bon, tu vois, ça dépend de ce que tu veux. Mais c'est vrai que c'est très difficile parce qu'une fois que, si vous êtes déjà amoureux, ou même oublions l'amour, c'est mignon l'amour, mais c'est pas tout le temps ça qui fait que les gens font des enfants. Si vous êtes déjà... Et ça t'a la maturité, yes. Lol. Si vous êtes déjà dans une situation où vous êtes emmené à avoir un enfant ou à être engagés l'un avec l'autre sur le long terme, que vous faites le test et qu'on te dit, à la limite, si on vous dit qu'il y a juste un d'entre vous qui est porteur du gène, ça veut dire qu'il y a moins de chances que l'enfant ait la drépanocytose. Maintenant, si vous êtes tous les deux porteurs du gène, quoi que vous fassiez là, l'enfant va faire la maladie. Et c'est là où c'est très difficile parce que tu te dis, bon, est-ce que je fais partie de ces gens qui veulent absolument avoir un enfant qui porte mes gènes et donc je vais quitter mon partenaire parce qu'on ne peut pas faire d'enfant ensemble, on n'est pas compatible à faire un enfant sain. Est-ce que je reste avec la personne et je me dis, ça c'est la spécialité des Africains, Dieu est grand.
je suis croyant. Coûte que coûte, on va s'en sortir. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Ou est-ce qu'on reste ensemble et puis on se dit, OK, maintenant, il y a beaucoup d'alternatives. Est-ce qu'on adopte? Est-ce que... Bon, là, je rentre dans des choses que les gens vont dire, toi aussi, mais est-ce que l'un d'entre nous va faire un enfant avec quelqu'un qui ne porte pas la maladie? Il y a tellement d'options, mais ce sont des choix hyper difficiles. Hyper difficiles. Et auxquels je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles beaucoup de gens, même informés, ne se testent pas parce qu'ils ne veulent pas être confrontés à ce choix. Souvent, c'est plus facile, en quelque sorte, de subir ton sort qu'en avance de prendre une décision comme ça. L'amour, c'est bien. Le mariage, c'est bien. Mais d'un point de vue médical, ce n'est pas... il y a des choses qu'il ne faut pas négliger. Donc, il y a une série de tests, généralement. Déjà, quand vous êtes en couple, là, si vous passez un certain temps ensemble et que vous ne vous protégez plus, c'est important de faire des tests contre les MST et tout ça de façon assez régulière. Donc, toute infection sexuellement transmissible. Donc, il faut généralement faire le panel. Ça, c'est la première chose. Quand on est déjà dans un projet de mariage, il y a une série de tests qui est généralement recommandé à faire. Mais en fait, c'est les tests autour du génotype pour voir quel type d'ADN vous avez, les tests sanguins, déjà connaître vos groupes sanguins. Il y a des mesures de fertilité. Il ne faut pas que vous arriviez dans le mariage, 3 ans plus tard, vous essayez. Monsieur accuse madame, on connaît les histoires. Et bien évidemment, il y a des tests pour les maladies sexuellement transmissibles. Donc ça, c'est généralement les tests. Et même les tests liés au développement mental, etc. Parce qu'il y a un certain nombre de tests qui te permettent de savoir si ton enfant est apte à avoir des maladies mentales aussi. Pas mentales. Pendant la grossesse. Oui, ça, c'est quand tu es enceinte. OK. Oui. Donc, tout ça pour dire que c'est important de faire ces tests dès qu'on estime que notre partenaire est sérieux, sans compter, bien évidemment, tout ce qui est counseling avant le mariage et tout ça. Mais comme pour dire que le mariage, c'est vraiment un projet de vie qu'il faut prendre un peu plus au sérieux, en fait. Ouais, c'est vrai. Il faut prendre ça au sérieux. Comme je pense que c'est Singila et Hiro qui ont dit dans leur chanson. Aujourd'hui, c'est mon jour. Parce que l'amour ne suffit pas. Oh lélé, ça ne suffit pas. Non, les gars, ça ne suffit pas. Parce que ça fait vous êtes in love et puis après, vous devez gérer des problèmes qui vont vous enlever tout votre amour parce que vous n'avez pas fait certains tests et tout là. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que voilà, le mariage, avant tout, ça doit être pratique et idéal pour chacun. Évidemment, l'amour rentre en jeu après. Et ça, c'est 2 gars qui ne sont pas mariés qui vous disent ça. Et puis quoi? Non, on a des couples mariés. C'est pour ça que des fois, quand tu dis « Ah, on ne peut pas parler de ça parce qu'on ne le vit pas », on ne le vit pas, mais on a les expériences des autres autour de nous qui informent en fait nos futures décisions, qu'on se marie ou pas. Là, n'est même pas la question, en fait, puisque la démarche reste à faire, peu importe pour ceux qui veulent se marier ou pas. Même si c'est le viens, on reste, comme on dit chez nous. Même si tu es coloc avec ton gars et que vous n'allez jamais vous marier, il faut faire les mêmes démarches, en fait. Ouais, non, c'est vrai. En fait, l'engagement sur le long terme, quelle que soit la forme que ça prend. Maintenant, avant de suggérer ça à ton gars, il faut que ton gars considère aussi que tu es sa go. Et pas que ce soit dans un sens. Je dis seulement ça comme ça. Peut-être même c'est là qu'il faut chercher à faire les tests. Parce que quand tu vas te demander à faire le test et on va te dire tes vérités, tu vas prendre tes bagages et puis tu vas partir. C'est mieux pour toi. Le plus vite tu sais, le mieux c'est. C'est ça. Donc, il faut s'assurer que la relation est dans les 2 sens. Parce que si la relation est dans un sens, là, ce sera une mauvaise surprise. La fois où tu es en relation avec un célibataire, là, c'est compliqué. Un célibataire ou un non marié, s'il te plaît. Je te jure. Donc, on va passer à notre prochain d'hiver. Mon prochain d'hiver sera rapide et je pense que c'est un bon moyen de finir la 2e saison. On finit ça en légèreté. Ça se passe en Zambie, un pays où Affairage Airways n'est jamais allé encore. Mais on y va. Nouvelle destination ouverte. Qu'est-ce qui se passe en Zambie? Il y a un présentateur télé qui s'appelle Kabinda Kalimina. J'espère que je prononce ça bien. C'est un présentateur sur la chaîne de télé KBN TV. En juin, il a interrompu l'actualité pour se plaindre en fait de sa direction et a accusé son employeur de ne pas payer son salaire en direct à la télé. Et donc, il a dit un truc du genre « Mesdames, messieurs les téléspectateurs, voilà, on est des êtres humains, on a besoin d'être payés pour le travail qu'on fait. Et malheureusement, on n'a pas été payés. » Et ce qu'il a même fait après, ça m'a tellement amusé, c'est qu'il a nommé les gens. Il a dit que « Sharon, on n'a pas payé. » Mais est-ce que Sharon a approuvé le fait qu'on parle comme ça à la télé? Est-ce que Sharon a voulu que vous mentionniez son nom? Maintenant, vous la mettez dans les problèmes alors que la go n'a rien demandé, quoi. En plus de ça, après l'événement, il allait sur Facebook pour insulter le propriétaire de la chaîne. Donc, c'est vraiment la street, quoi. Quand j'ai suivi l'histoire, je me suis dit que, waouh, si j'étais CEO de cette chaîne télé, voir ça en direct... Là, tu fais quoi? Tu le vires? Mais j'aurais été d'abord humiliée. Enfin, c'est pas la bonne chose à faire, mais en général, on te vire. Mais attends d'abord. Non, pardon.
Mais tu es humilié. Les gens qui ne payent pas leurs employés. Là. Oui, ça, c'est la posture normale. Mais moi, je me mets dans la peau de la personne qui paye ou qui ne paye pas. Quand tu vois ton employé à la télé en train de dire qu'on ne le paye pas et qu'il t'accuse, tu regardes ça, mais tu es humilié. C'est comme la vidéo de l'activiste congolais, là, quand il dit « Quelle humiliation! Quelle humiliation! Je suis humilié! » Mais pour moi, c'est comme ça que j'aurais réagi. Maintenant, comment le CEO a réagi, c'est que, comme d'habitude, il a accusé le présentateur d'être sous, d'être en état d'ivresse, que c'était l'alcool. Je ne fais pas pour ça, c'est vraiment pas mal. Waouh, ok. Et apparemment, il dit qu'il y a déjà une mise en place de procédures de réclamation qui sont faites à l'interne pour canaliser les plaintes. Mais je dis, mais pourquoi il y a une procédure pour que les employés se plaignent d'un salaire qu'ils n'ont pas? Genre... Et qu'ils doivent recevoir, c'est leur droit. C'est ça. Donc, moi, étant affairée, je me suis dit que non, je dois aller regarder la vidéo. J'ai cherché la vidéo, j'ai trouvé. Déjà, c'est une chaîne locale. Est-ce qu'il a l'air sous? Non, il n'a pas l'air sous parce que justement, c'est même ça que je regardais. Il n'a pas l'air sous du tout. C'est une chaîne locale et on va pas se mentir. En tout cas, moi, je vais être honnête, ce n'est pas méchant, mais le mec à la base, ce n'est pas un très bon journaliste. Et on s'en fout. Si on t'a embauché là, que tu sois bon ou pas, et que tu fais ton travail. Pardon. Je sais pas si c'est parce que cet épisode-là, il avait trop l'attention et il voulait juste parler. En fait, il était tellement stressé par rapport à ce qu'il allait faire à la fin de l'épisode qu'il s'en sortait pas. Mais attends, le journaliste là, hein, tu voyais clairement qu'il lisait sur le téléprompteur. Et d'habitude, le téléprompteur est supposé être en face de la caméra. Pour lui, c'était en bas. Donc, tu voyais son regard qu'il lisait en bas. Donc, il regardait comme à terre. Il avait un ton monotone. Ça paraissait qu'il lisait. Il n'était absolument pas engagé. Il ne regardait même pas la caméra dans les yeux. Même lire, il bégayait. J'étais juste dépassée. Le seul temps où il a vraiment parlé clairement, c'est quand il se plaignait de son argent, quoi. Et peut-être même, on lui a donné plusieurs avertissements. Mais Et puis, on lui a dit, si tu t'améliores pas, on ne paye pas ton salaire. Il s'est pas amélioré. Mais je pense que non, même quand tu fais pas bien ton travail, tu as droit à ton salaire. Bien évidemment. Mais c'est juste que quand tu réclames ton salaire, il faut quand même avoir l'air d'être un employé... Je sais pas quoi. Franchement, je pense que si ce monsieur a atteint le stade de faire ce qu'il a fait là, c'est qu'il a déjà réclamé de 10 000 manières. C'est clair. Et tu sais pas depuis combien de temps on l'a pas payé. Non, c'est clair qu'il est fatigué. Et c'est ça que je constate parce que souvent on se plaint du service à la clientèle qui est mauvais dans nos pays, mais on ne parle pas assez des abus des employeurs dans nos contextes. On a des stages qui ne finissent pas, des stages d'1 an qui ne sont pas payés, où on te paye le transport. On a des descriptions d'emplois qui ne reflètent pas la réalité, des gens qui font 3 emplois, mais ont le salaire d'une personne, les heures de travail. Par exemple, ma cousine me racontait justement hier même que à son travail, elle travaille, tiens-toi bien, de 7h45 jusqu'à 19h, de lundi à vendredi. Et le samedi, elle fait 6 heures de travail. Et son salaire est fixe et modique. Donc, vraiment, tous les abus de pouvoir, les abus sexuels, vraiment, les employés, dans nos contextes, souffrent. Et ça se répercute sur l'expérience qu'ils peuvent donner à un téléspectateur ou à un client. En fait. Ça, c'est des choses qu'on ne prend pas souvent en compte. Donc, vraiment, ceux qui travaillent surtout dans des petites entreprises ou des entreprises familiales sur le continent, Yako, hein, c'est pas facile. Ouais, mais le revers de la médaille aussi, parce que je connais des gens justement qui sont propriétaires de ce genre d'entreprise, c'est que quelquefois même le propriétaire est dans une réalité où la vérité, il n'a pas l'argent pour te payer. C'est pas pour dire que c'est bien. Je ne sais même pas comment expliquer. Le propriétaire n'a pas l'argent pour te payer. J'ai parlé à des gens qui sont en mode yo, on est à la fin du mois, il n'y a rien. Genre, le business ne va pas, il n'y a rien pour payer qui que ce soit. On va gratter, on va voir quand on peut payer les gens, mais il n'y a rien. Maintenant, le il n'y a rien peut être dû à plusieurs choses. Hein. Ça peut être dû au fait que, peut-être que ton business n'avait pas de lieu d'être. Mauvaise gestion. Ou souvent, ça peut aussi être dû aux différentes politiques du pays qui font que ce n'est pas facile, du coup, pour un entrepreneur de continuer de gagner son argent, etc. Donc, il y a tellement de niveaux, mais c'est vrai que la vie d'un employé n'est pas facile quand tu n'es pas d'un grand groupe qui a accès à de la liquidité, en fait. Mais je suis même contre cet argument. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le problème de l'employé. De la même façon que ce n'est pas le problème du client, tes humeurs, ce que tu subis en entreprise, ce n'est pas le problème de l'employé. Par contre, il y a une opportunité ici de mettre en place des solutions qui sont adaptées à ce problème. Par exemple, il y a des entreprises sur le continent où tu peux prendre une avance ton salaire et des entreprises qui te payent en retard. Le problème avec beaucoup d'employeurs, c'est qu'ils te disent qu'il n'y a pas d'argent sur ce mois-ci. Mais le mois où il y a l'argent, on ne te redonne pas ton salaire. Ah, on ne rattrape pas? On ne rattrape pas. Moi, je connais des gens, en tout cas au Cameroun, qui ont des arriérés de salaire de 3 mois. Je me lève le matin, je paye mon transport pour venir travailler. On a un contrat.
tu me payes, je livre des services. Point. Je m'en fous, en fait, si l'entreprise n'arrive pas à être profitable. Si ce n'est pas profitable, alors on ferme les... Non, je dis pas, on parle pas de profit, on parle juste de présence d'argent dans les caisses de l'entreprise. Si vous n'avez pas l'argent, tu n'as pas lieu d'avoir des entreprises, ou bien tu t'assures d'avoir une liquidité ou du financement. Si c'est chaud, tu fermes ou tu te dis que tu es une ONG, tu engages des bénévoles ou tu prends les stagiaires. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises ont les stagiaires. Si tu sais que tu n'es pas liquide, tu prends des stagiaires. En tout cas, moi, j'ai du mal à avoir une opinion très dure dessus parce que pour avoir vu des gens même struggle et tout, c'est oui, bon, si tu peux pas, tu prends des stagiaires, tu n'as pas d'employés, etc. Mais il y a aussi des compagnies qui sont très dépendantes des employés qui peuvent pas, selon le service qui est fourni. Et j'allais dire le pays est dur, mais bon. Non, le pays est dur. Les pays sont durs, quoi. Donc, ça arrive. C'est chiant pour tout le monde. C'est même très contraignant. Je ne suis pas en train de défendre qui que ce soit. J'ai juste du mal à avoir une opinion très dure dessus parce que je me dis, gars, imagine un jour, je suis portée à être entrepreneur et puis je suis dans une situation comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on gère. Je ne sais pas où tu peux emprunter de l'argent en attendant. C'est dur pour tout le monde. Non, je suis d'accord. Après, c'est vrai qu'il y a des employeurs qui sont foncièrement de mauvaise foi aussi. Donc, bon, bref. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a une opportunité d'avoir des solutions. Comme je dis, si ce mois-ci, c'est dur, le mois prochain, quand tu payes ton employé ses manquements et son salaire, tu vois. Et la réalité, c'est que ce n'est pas toujours ça. Parce que je pense que les employés, dans nos contextes, sont très, très flexibles. Et ils comprennent parce qu'on sait que le pays est dur. Mais en même temps, il faut que beaucoup d'employeurs établissent ces relations de confiance pour que les gens sachent que, OK, on ne m'a pas payé ce mois-ci, mais qu'en décembre, j'aurai 3... Il faut de la bienveillance, quoi. Il ne faut pas que ton employeur soit escroc. Il faut de la bienveillance. Exact. Et il faut comprendre que les gens ont les factures à payer aussi. Hein. Donc, tout le monde a des engagements, des factures, des loyers, des écoles, de la bouffe. C'est ça. L'entrepreneuriat, ce n'est pas qui veut, c'est qui peut. Donc, vraiment, si ça vous dépasse, fermez. La plupart des startups font faillite de toute façon. Donc, voilà. Alors, on va finir avec nos crushs musicaux. Oui. OK, donc moi, je vais commencer. Mon crush, c'est Yalevi. Depuis 2-3 ans, il ne sort que du feu. Il a sorti son EP dernièrement qui s'appelle LCLM, le prélude. C'est vraiment un regroupement de plusieurs chansons qu'il avait déjà sorties. Et de façon générale, en fait, le vibe de l'album, c'est vraiment sensuel, tendre, torride, tout ce que vous voulez. C'est tout ce qui est R&B, Afro-Congo, trap, rumba. Et je pense même que ce concept de trap rumba, s'il fallait explore ça vraiment, parce qu'il a déjà exploré dans quelques featuring, mais s'il s'y met vraiment, ça a tellement du potentiel, parce que je vois comment Yalewi le fait et c'est top. Et voilà, dans cet album aussi, il a reconfirmé son nouveau branding. Parce que quand moi, j'avais découvert Yalewi, c'était avec son single Quechua, et c'est une amie qui me l'avait recommandé. Et franchement, la couverture de son single, là, je pensais que c'était une œuf androgyne. Je ne comprenais juste pas l'image. Mais là, il a vraiment fait un rebranding à la sex symbol. Et le son que j'ai beaucoup aimé, c'est Yves Saint Laurent. D'accord. Ah oui, je connais celle-là. Yves Saint Laurent, que je pense que... c'est en featuring, non? Oui, c'est en featuring. C'est en featuring avec Esprit Noir, qui aussi, son premier album était juste excellent, Esprit Noir. Et Le Taux que je connais moins. Mais ça bouge. Et ça change aussi de l'album qui était encore une fois un peu plus slow, mais ça c'est un peu plus ambiancé. Super. Pour une fois que je connais la chanson dont tu parles, je me sens fière. Alors moi, mon crush musical, c'est une chanson du groupe ou du duo de rap qui s'appelle Show Them Camp. C'est un duo de rappeurs nigérians qui font du rap ça bouge pas trop là, c'est très posé, c'est des vibes. Les derniers albums de J. Cole où il est hyper posé dans ses raps là. Des raps comme ça, genre engagés, très posés, des sonorités très africaines dans le background. C'est très... Moi, j'appelle ça le mood rap. Le rap émotionnel. Voilà, exactement. Du mood rap avec des voix bien fortes dessus. C'est le genre de rap où ils parlent assez lentement pour que tu comprennes exactement ce qu'ils disent parce que c'est du rap très porté sur les paroles parce que c'est des chansons qui sont tout le temps très engagées. Et là, en fait, ils ont sorti leur nouvel album juste là, vendredi. Et ça s'appelle Clone Wars Volume 5. Et j'ai écouté l'album une seule fois. Il y a pas mal de featuring dessus. Pour les chansons où je prêtais attention, c'était beaucoup de dénonciation de la politique nigériane en ce moment, ce qui est très à la mode après des NSARS, après du Buhari qui a banni Twitter, etc. Donc, c'était pas, ils se cachaient pas là pour dénoncer quoi que ce soit. Limite, je me disais, pendant ce temps, Diamond, il fait ses clips où il danse en rangée avec des vêtements colorés. Mais bon, continue. Tu vois? Donc, je me disais, mais attendez, genre, qu'est-ce qui vous protège? Ou bien vous n'avez juste peur en fait. Parce que c'était pas, tu sais, il y a des trucs, il y a des musiques dénonciatrices où on doit venir t'expliquer
genre c'est quoi la métaphore. Là, tu écoutes, c'est clair, c'est net, tu comprends leur positionnement, tu te poses pas 10 000 questions. Ils donnent les noms. Voilà. Est-ce qu'ils donnaient les noms? Je sais plus s'ils donnaient les noms, mais c'était très clair. C'était vraiment en mode le Nigeria, en ce moment, ça va pas, les politiciens, machin. Donc, sans forcément donner le nom, c'était très clair qu'ils étaient très contre toute la politique actuelle du pays. Et moi, ma chanson préférée de l'album, c'était une des chansons du début qui s'appelle Align, en featuring avec Ladipo, dont on avait parlé dans un des épisodes d'avant. Donc, clairement, je pense qu'avec le temps, le genre de chansons que j'aime sont très claires. C'est toujours très inspiration, motivation, machin. Donc là, c'est genre, soit aligné avec qui tu es, aligné avec ci, aligné avec ça. C'est ma vibe. Donc, j'étais limite. Attends, c'est la même go qui disait qu'elle allait écouter l'album de MHD ici, là. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Voilà votre go. Engagé, pac. L'album de MHD sort le 16 juillet. La saison sera déjà finie. Sinon, vraiment, j'allais venir vous faire une revue détaillée de l'album. Et pour vous donner qu'on sera en pause. On sera en pause. Et on va se préserver de ça. Je me suis auto-proclamée reine. Et dans ma langue, pour dire reine, on dit Mansa. Donc, je me fais appeler Mansa par ceux qui ont accepté mon auto-proclamation. Et l'album de MHD s'appelle comment? Mansa. J'ai l'impression qu'il a fait l'album pour moi. Et que du coup, je vais attendre de voir ce que la justice française dit. J'espère pour lui qu'il n'a rien fait. Hein. En tout cas, il n'y a pas un roi dans le monde qui n'a pas coulé du sang. Donc, je trouve que son nom d'album, là, convient même. Moi, j'ai pas coulé de sang. Mais parce que tu es autoproclamé comme tu es. Oh, bref, en tout cas, je prie vraiment que MHD n'ait rien fait. Parce que de toute façon, je l'ai parlé de lui dans les épisodes ici. Là. Il n'a qu'à se calmer. En tout cas, vraiment, il se comporte comme un innocent. Donc, il faut croire peut-être qu'il est innocent. Mais vraiment... En fait, il se comporte avec une assurance qui me dépasse. Genre, même la dernière chanson qu'il a sortie, il est comme, ouais, le retour du petit roi et tout. Dans ma cellule, on parle de moi partout à la télé, machin. Je suis revenue tout cassée. Je dis, frère, j'espère que tu n'as rien fait, hein, parce que... La dernière chose que je voulais rajouter, c'est juste que Shodem Kamza, qui fait la dénonciation, j'ai remarqué, bon, c'est vrai qu'il y a des artistes qui sont au Nigeria qui dénoncent, mais j'ai remarqué mais ils n'habitent pas là-bas, quoi. Voilà. Et parce que quand il faut faire attention, quand on voit les gens dénoncer, ils dénoncent de Londres. Dénoncer de Londres, c'est pas la même chose que dénoncer quand tu es Nigeria. Oui, mais ils viennent faire des prestations sur place. Ça veut dire qu'ils n'ont pas peur de venir dans le pays. Ok. Tu as des gens qui dénoncent d'ailleurs et qui ne mettent jamais les pieds dans leur pays. C'est des exilés, ils font des shows partout ailleurs, etc. Mais eux, je regardais tout leur Insta, ils ont quelquefois des prestations sur place dans le pays. Okay. Donc vraiment, je ne sais pas qui les protège, je ne sais pas si c'est leur fétiche qui les protège bien, mais franchement... Ou peut-être ils ont aussi leur genre dans le gouvernement. Hein. Dans le gouvernement, il y a de tout. Il y a de tout. Exactement, il y a de tout. Ouais, parce que genre même, c'est hier même que je voyais qu'ils avaient un show qui était genre à Lekki, à Lagos, quoi. Donc ils sont là de temps en temps. Moi, je néglige plus les politiciens sur le continent. On a vu les gouvernements mettre en place des opposants qui semblaient être contre le gouvernement, et après on réalise que non, c'est le même camp. Genre, franchement, mon niveau de confiance, bref. En fait, la politique, souvent, c'est comme le capitalisme, hein, où souvent, tu chopes, tu penses que tu chopes chez des marques qui sont concurrentes alors que tout appartient à la même compagnie et qu'ils sont juste en train de jouer avec toi. Voilà, ou bien ils te disent comment ils sont responsables, éthiques, et tu te rends compte que non, ils ont les enfants qu'ils exploitent au Congo là-bas, pardon. C'est comme ceux qui chopent à Zara et puis qui ne savent pas qu'il y a des esclaves ouïghours en Chine qui font leurs vêtements. C'est chaud, quoi. Ben, moi-même, je chope encore à Zara, c'est très chaud. Mais... En tout cas, quand on voit l'étiquette de Zara, là, on sait que bon, vraiment, l'habit a été fait dans des conditions très cheloues. Mais de là à avoir des gens qui ont été dépourvus de leurs droits en train de faire les vêtements, ça, c'est quand même le next level, à mon goût. Alors, je vais parler de ça rapidement parce que, bon, on va finir l'épisode, mais j'avais fait quelques recherches là-dessus. Je pense que j'avais fait un projet sur Forever 21. De ce que j'ai compris, en fait, ils sous-traitent beaucoup, et quand tu fais de la sous-traitance, tu perds en fait le contrôle de ta chaîne de valeur parce que tu ne sais pas nécessairement qui a fait tes vêtements. Et justement, beaucoup de sous-traitants, parce qu'ils sont des équipes à taille plus humaine, ils vont exercer beaucoup plus de pression sur leurs employés en termes de salaire pour maximiser leur marge de bénéfice. Et c'est souvent ces compagnies-là qui ont des bonnes politiques, mais dès qu'ils sous-traitent, en fait, ils perdent le contrôle. Moi, ce qui me dérange dans ça, c'est le branding. Parce que quand quelqu'un achète un vêtement Zara, contrairement peut-être à Forever 21, tu te dis que tu payes plus parce que tu estimes que les gens vont peut-être être mieux payés. Au début, quand Zara était arrivé à Ottawa, mon frère, dans mon école, au secondaire, j'étais connue comme la go qui portait du Zara. Parce que moi, j'estimais que je voyais en fait que le vêtement a déjà été fait au Maroc. Donc, je me disais que, OK, pour une fois, les vêtements sont faits chez nous. Et ça contribue chez nous, va au Maroc, ils vont te rappeler que tu n'es pas de chez eux. Bon, sur le continent. Et même ça changeait.
Et ça changeait en fait de ce que je voyais sur l'Indonésie, la Chine et tout ça. Et je me disais que bon, si on peut développer l'industrie du textile au Maroc, ça va forcément arriver au sud du continent. Donc, c'était ça ma mentalité. Et comme c'était une compagnie très fashion, qui avait quand même de bonnes valeurs, je me disais à ce moment-là que forcément, ils doivent payer leurs employés mieux comparativement à Forever 21. Oui, je magasine à Forever 21, je magasinais à Forever 21 aussi, mais je minimisais en fait autant que possible tout ce qui était fast fashion. Zara, à l'époque, je ne sais pas s'il tombait nécessairement dans la fast fashion parce qu'il faisait des vêtements de qualité. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est ça. Mais bon, c'est tout ce que je voulais dire. Je pense aussi que si une entreprise se veut responsable, c'est sa responsabilité du coup de faire une très bonne vérification des sous-traitants qu'elle utilise. Tu es responsable de tes partenaires. C'est clair, mais avec le volume de production de Zara, c'est presque pas impossible, mais c'est difficile à faire, mais je suis d'accord que ça doit être aussi... Ils peuvent mettre les moyens. Moi, je pense aussi. Mais ce que je voulais dire juste rapidement, c'est que la mode, en fait, c'est une industrie où les marges de profit sont hyper minces et que les entreprises sont toujours dans l'optimisation de revenus. Et je pense que c'est pour ça que, de façon intrinsèque, ils ferment les yeux un peu, alors qu'ils ne devraient pas le faire. Mais en même temps, est-ce que le consommateur est prêt à payer un pantalon à $200 parce que c'est fait éthiquement? Le consommateur européen, oui. Le consommateur nord-américain, non. C'est juste, ça dépend, c'est même plus une question de d'où vient ton consommateur. Le consommateur fast fashion, non. Le consommateur responsable, oui. Et c'est juste des segments qui se développent. En fait, lorsqu'on accepte du fast fashion, on n'a qu'à juste être conscient qu'on participe à tout ça, en fait. Mon problème, même, c'est même pas ça. Mon problème, c'est toute cette tendance qu'on a mondialement avec les influenceurs, avec les produits. On surconsomme de ouf. Et c'est pour ça que les gens ne sont pas prêts à payer $200 pour un pantalon. C'est pas parce qu'ils n'ont pas $200. C'est parce qu'ils veulent 10 pantalons. C'est ça. C'est exactement ça. Et la surconsommation même à la base de tout. Parce qu'effectivement, si tu es prêt à avoir moins de vêtements et puis quelques pièces clés, tu peux te permettre, en tout cas une bonne partie de la population peut se permettre de consommer responsable. Et on est tous victimes aussi de la mode qui évolue vite et tout. On veut tous porter les dernières tendances. C'est ça la fast fashion. Etc. Et c'est ça le fast fashion. Pendant ce temps-là, les designers qui prennent du temps pour être créatifs se font voler leur design par Fashion Nova, Pretty Little Thing, machin. Bref, vraiment, être dans la mode de nos jours, c'est compliqué. Franchement, Fashion Nova et Shein sont les pros. Ils copient sans même modifier. Tu sais, ton voisin en classe qui copie, qui met même ton nom sur la copie, là. C'est comme ça que Fashion Nova copie. Yo, Shein, je connais Shein depuis des années, mais le fait que maintenant ils sont à la mode, ça me tue. Je comprends pas. J'ai commandé là-bas une fois. Quand j'ai touché mes habits, je dis ouais, ok, on va pas refaire ça. Genre, c'est cheap et tout, mais franchement, tu mets l'habit Tom, tu sens qu'il va pas tenir longtemps, quoi. C'est chaud. Non, mais c'est les habits d'une soirée, en fait. Hein. Oui, tu mets une fois, tu jettes. Ouais. Donc, c'était une façon intéressante de finir la saison. Avant qu'Aïssata nous fasse atterrir, c'est notre dernier épisode de la saison. Donc, assurez-vous de déjà suivre notre playlist. Donc, toutes les chansons dont on a parlé pendant la saison vont être disponibles dans la playlist qui est sur Spotify et Apple. Et bien évidemment, pour nous donner de la force et continuer de nous donner de la force, motivez-nous pour que justement, on entame ces troisième saisons dans les plus brefs délais. Vous pouvez bien évidemment suivre le podcast sur toutes les plateformes de streaming. Voilà. Donc, fais-nous atterrir, s'il te plaît, madame. Alors, chers passagers du vol Affairage Airways saison 2, je vais vous prier d'attacher vos ceintures, de redresser le dossier de votre siège, d'éviter de pleurer parce qu'on revient bientôt et de vous préparer pour l'atterrissage. À bientôt. Bye.